Merci Lionel, merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui pour parler donc de l'optimisation pharmacologique des traitements par antibiotiques chez le patient de réanimation. Et je pense que dans mon topo, et peut-être qu'il y aura une question encore après, je commencerai aussi à donner des réponses, puisqu'en fait, nous, on va se placer après la première mise en place du traitement, où là, on va avoir un choix qui va être fait par rapport à ce qui a été présenté précédemment. Donc, mes liens d'intérêt. La session s'appelle « Optimisation des traitements médicamenteux ». Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en tant que pharmacologue, c'est ce qu'on fait, on essaye d'optimiser les traitements. On part d'une population générale et on va définir une population vulnérable. C'est ce qu'on appelle stratifier. La population vulnérable, on la connaît tous, vous êtes là pour ça, c'est le patient de réanimation, c'est une population vulnérable. Et même à l'intérieur de la population de réanimation, vous allez aussi avoir des facteurs qu'on va dire de vulnérabilité. Ça peut être l'insuffisance rénale, l'épuration, ce genre de choses, qui vont amener à avoir un besoin d'optimisation des traitements. C'est le côté population. Derrière, et c'est ça on va parler aujourd'hui, on a un côté personnalisation des traitements, c'est-à-dire on va vouloir personnaliser, c'est-à-dire adapter le bon traitement pour un patient donné. Pourquoi ? Si on fait l'optimisation des traitements antibiotiques, on reprend un peu par exemple ce qu'on a mis dans les recommandations. Si on se met au niveau stratification, la première chose, c'est qu'on va optimiser le schéma posologique initial. Donc on a choisi la molécule par rapport à ce qui nous a été présenté précédemment, puis maintenant on a aussi, avec nos amis bactériologistes, donc des recommandations sur des fortes posologies potentielles. Et donc, on va prendre tout ça, donc la clinique, la bactério, des facteurs de variabilité pharmacocinétique qu'on connaît sur des populations, l'insuffisance rénale, le fait d'être hyperclérant, une épuration. Et puis maintenant, on a des données aussi pour instaurer la première dose sur le rationnel PKPD de notre molécule, c'est-à-dire qu'un antibiotique concentration dépendant, on sait qu'on fait une dose unitaire journalière. Un antibiotique temps dépendant, on va tendre sur plusieurs administrations ou alors de la perfusion continue. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une stratification. La problématique, c'est que si après on se met au niveau du patient, on va observer ça. Ça, c'est des concentrations qu'on a observées donc nous au laboratoire de pharmacologie à Marseille, donc céfépime, céfotaxime, méropénène et piperacilline. Donc il y a à peu près 10 000 patients sur 4 ans. Et bien ça, ce qu'on voit là, c'est la variabilité pharmacocinétique interindividuelle. C'est-à-dire qu'ils sont tous optimisés à la base, avec les biais qu'on peut avoir dans la pratique, bien sûr, mais c'est que de la perfusion continue. Et on a une optimisation à la dose en fonction de ce genre de choses. On se retrouve avec ça. Donc, une partie majoritaire à peu près, selon les études, à peu près 50% des patients qui sont normodosés, une partie non négligeable qui sont sous-dosés. Alors, on verra ces problématiques de bornes et de ce que veut dire sous-dosé un peu plus tard. Et puis, une partie non négligeable de patients qui sont surdosés, extrêmement surdosés. On parlait dans la session d'avant avec des concentrations, par exemple, en piperacilline qui peuvent être augmentées avec largement plus de 250 microgrammes par ml. Donc, il faut personnaliser, il faut optimiser à l'individu. Pour ça, on a un outil, donc c'est ce qu'on appelle le monitorage des concentrations, ce qu'on appelle, nous, le suivi thérapeutique pharmacologique. Donc, dans ce topo, on va parler du suivi thérapeutique pharmacologique et on va parler des avantages et des désavantages. J'ai essayé surtout d'essayer de comprendre ce que peuvent être les limites, et de votre côté, du côté réanimateur. Donc pour cela, j'ai utilisé une espèce de cas clinique, enfin on va dire un cas clinique réalisé par un pharmacologue, pour essayer un petit peu de répondre à pas mal de questions que vous pouvez vous poser. Ok, il faut doser, mais quel patient ? Tous mes patients ? Quel antibiotique ? Quand je dois doser ? À quel moment du traitement ? Au début ? Est-ce qu'il faut que je redose ? Comment je fais ? Comment je réalise le prélèvement ? Est-ce que le dosage est disponible ? Combien de temps pour avoir le résultat ? Est-ce que je vais avoir le résultat ? Comment j'adapte la posologie derrière ? Etc., etc. Quel impact ça va avoir sur mon patient ? Donc à partir de ce petit déroulé, on va dire de ce contexte clinique, on va essayer de répondre à ces questions. Il y en a sûrement que j'ai oublié, donc on pourra peut-être en discuter après, parce que je me rends compte qu'il y a certaines problématiques aussi à discuter ensemble. Donc le cas clinique, donc c'est un patient, vous m'excusez, comme je vous disais, c'est un cas clinique réalisé par un pharmacologue. Patient de 51 ans, admis en réanimation, donc une prise en charge d'une pancréatite aiguë œdématuse éthylique, donc avec un BMI correct et donc un tabagisme et un éthylisme chronique. À J3, on a des vomissements fécaloïdes, donc dans un contexte d'agitation et de confusion, qui va amener à une inhalation massive, un arrêt cardio-respiratoire et un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec un choc septique. Donc là, il y a des soutiens aminergiques, sédation, curarisation qui sont faits. Devant le choc septique, on a une épuration extra-rénale en continu qui est faite. Et puis, on a une introduction
d'une association d'antibiothérapie, tazocilline, et une seule dose d'amicacine. À J5, on va avoir une adaptation du traitement anti-infectieux avec donc l'identification d'un entérobactère cloaqué, donc sensible au céphépime, donc sur du LBA et du prélèvement bronchique, donc un traitement par céphépime 6 grammes par jour en perfusion continue va être mis en place, une candidémie à Candida albicans, donc on a de la caspofongine qui est instaurée, et une suspicion d'un choc toxinique qui amène à l'introduction de l'inésolide à 600 mg x 3. Donc, la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je dose ? Qu'est-ce que je dose ? Qu'est-ce que je dose ? Quelles sont les molécules que je dois doser dans ce contexte ? Eh bien, les réponses, j'ai essayé de vous faire, sur ce tableau qu'on va voir ensemble, un récapitulatif un petit peu de l'ensemble des dosages qu'on peut avoir. Glycopeptides, aminosides, on est d'accord, on fait le dosage. L'indice thérapeutique est étroit, on va doser pour l'efficacité et la toxicité, et puis on a des kits qui font que c'est facilement réalisable, comme des plateformes pour la bactério, c'est des automates, on a les résultats en 7-7, 24-24. Pour l'ensemble des patients, on va faire le dosage au début du traitement et potentiellement en cours du traitement. Pour les index thérapeutiques vraiment étroits, on va pouvoir rajouter aussi la colimycine, on pourra peut-être parler, qui a un index thérapeutique très étroit entre l'efficacité et la toxicité. Par contre, là, comme les autres molécules qu'on va voir après, c'est des méthodes maison qui sont faites dans les laboratoires de pharmacologie, des méthodes chromatographie, sur lesquelles c'est plus compliqué au niveau des dosages, et il y a peut-être des délais de rendu qui sont plus longs, on pourra en parler après. Ensuite, on a les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, l'index thérapeutique à la base est large. Mais comme vous l'avez vu, il y a une telle variabilité pharmacocinétique qu'on va avoir besoin d'optimiser. Donc on va majoritairement doser pour le versant inefficacité, enfin en tout cas sous-dosage, et aussi pour le versant toxicité. Ce sont aussi des méthodes maison. On ne va pas doser pour l'ensemble des patients, mais seulement pour les patients pour lesquels on va avoir des problématiques potentielles d'atteinte des cibles avec des facteurs de variabilité pharmacocinétique en début du traitement, potentiellement 24 heures après le début du traitement, et on peut réitérer s'il y a un besoin prolongé. Ensuite, on a d'autres molécules qui peuvent être utilisées, l'inésolide, fluoroquinolone, donc Bactrim, daptomycine, pour lequel là, on a encore un niveau de preuve qui est inférieur. Donc, on a un index thérapeutique qui est plutôt large, mais dans certains contextes, par exemple la toxicité potentielle pour le linésolide, on peut avoir besoin de faire un dosage dans un contexte clinique particulier, des effets indésirables, un patient qui ne répond pas, et là, ça sera vraiment en fonction du contexte clinique. Donc, si on revient à notre patient, donc on met en place un suivi thérapeutique, du céphépime et du linésolide. OK, mais comment je le fais, ce suivi thérapeutique ? Qu'est-ce que je fais ? Déjà, le temps de prélèvement. Donc là, je pense qu'on est assez carré, mais on peut, je refais un petit point. Si c'est une administration discontinue de molécules, c'est un taux résiduel, soit juste avant la prochaine administration. Donc le taux résiduel, ça veut dire qu'il faut bien prélever à un moment donné. Donc c'est une limite à organiser en fonction des services pour pouvoir vraiment réaliser ce taux au bon moment. Si on a une administration continue, c'est quand même le plus pratique, c'est qu'à ce moment-là, on peut prélever n'importe quand et ça facilite le suivi thérapeutique pharmacologique. Puis on a le pic pour l'efficacité des aminosides. Donc maintenant que je sais quand prélever, j'ai fait mon prélèvement, j'en fais quoi ? Je l'envoie où ? Je fais quoi ? Qui dose quoi ? Si vous êtes dans un CHU, il y a un laboratoire de pharmacologie, c'est assez simple, entre guillemets, vous contactez, vous appelez votre pharmacologue et vous lui dites « est-ce que tu fais ça, quand c'est, etc. etc. » Même vous pouvez l'appeler avant pour être sûr du temps de prélèvement, etc. Donc, si on est dans des sites extérieurs au CHU, eh bien, on se pose la question, où c'est que je dois l'envoyer, qui fait quoi ? Nous avons, c'est le QR code que vous avez là-bas, nous avons un annuaire des laboratoires de pharmacologie sur le territoire français, sur lequel vous avez l'ensemble des analyses qui sont réalisées par l'ensemble des laboratoires, ce qui peut vous permettre de vous mettre en cheville avec le labo le plus proche de vous, que vous soyez dans le public ou dans le privé, d'appeler, de discuter avec la pharmacologue et justement d'organiser derrière ce qui va se passer au niveau de la logistique. Parce que la logistique, c'est un vrai problème pour ce type de dosage. Dans le versant logistique, souvent on me dit « mais les conditions de transport, toutes ces molécules, elles ne sont pas stables, c'est compliqué, si je vous envoie à température ambiante, congelée, etc. etc. » Donc ça se discute avec les laboratoires de biologie des sites. Mais quand on regarde, là ça a été présenté au dernier congrès de la Société française de pharmaco, si vous êtes dans le sang total, on a à peu près peut-être, à part le méropenem et l'isoniazide, toutes les molécules qui tiennent 24 heures à température ambiante dans le sang total. Et si on congèle, ça tient longtemps. Donc
les problématiques logistiques existent, mais on peut les résoudre. Il faut discuter avec les pharmacologues de sites qui sont les plus proches de vous pour pouvoir organiser ce transfert et pour pouvoir avoir un résultat. Le délai de rendu de résultat, c'est une vraie question. On en a parlé pour la bactériologie. C'est la même chose pour la pharmacologie. Bon, vancomycine, aminoside, pas de souci. Qui, on l'a fait tout à l'heure dans l'autre session, mais je le refais, qui a un résultat de bêta-lactamine dans les 24 heures dans la salle? Hein? Donc, c'est un vrai problème de délai de rendu de résultat. Le principe, c'est ça. C'est que c'est variable, c'est des techniques maison. C'est en diminution parce qu'on a tous conscience, que ce soit vous, que ce soit nous, qu'il faut rendre rapidement les résultats pour qu'il y ait un impact. Après, si vous avez des difficultés, il faut en discuter justement avec les pharmacologues qui sont le plus proches de vous pour pouvoir voir comment on peut mettre en place ce type de méthode. Dans ce contexte-là, les recommandations qu'on a fait entre la SFAR et la SFPT ont aidé nombre de laboratoires à pouvoir justifier l'investissement auprès de l'hôpital pour pouvoir diminuer les délais de rendu de résultats. Donc on continue notre cas clinique. Donc on se retrouve à J7, donc avec un patient, donc 6 grammes de céphépime sous épuration extra-rénale. On a un patient qui est un peu surdosé, 51,1 microgrammes par ml. Pour des normes, on va dire en tout cas entre 5 et 35, on reparlera des cibles tout à l'heure, on se retrouve avec un patient qui est légèrement surdosé. On a mis une dose élevée chez un patient qui est épuré, potentiellement. De manière globale, on va plutôt avoir des doses adaptées qui représentent 2 tiers de dose. Donc ce patient va être surdosé. Concernant l'inésolide, qui a une pharmacocinétique différente, qui est plutôt éliminée par voie hépatique, malgré que sur les insuffisances rénales, on peut avoir insuffisance profonde, on peut avoir une augmentation des concentrations. On a une concentration qui est correcte. Bon, maintenant, comment j'adapte? On a vu, c'est bien, j'ai une concentration, mais comment j'adapte? On a compris qu'il y avait des problématiques avec la question de votre collègue. Comment j'adapte? Déjà, quelles sont les cibles? D'accord? Donc la première chose, c'est je définis une relation PK/PD. Comment je valide cette relation PK/PD? Donc on a parlé de 4 à 8 fois la CMI. En gros, on est à peu près tous d'accord que pour une bêta-lactamine, pour être actif, il faut être 100% du temps supérieur à la CMI pour des infections graves. On était à 80 sur le CAST, mais on n'est pas loin. Pourquoi 4? Parce qu'il y a les problématiques justement de CMI que potentiellement on peut avoir des biais, et que 4 fois la CMI, c'est ce qu'on va chercher dans le sang, alors que potentiellement on va avoir une infection dans un organe, donc on va perdre de l'antibiotique. D'accord? C'est pour ça qu'on se place à 4 fois la CMI au minimum. Concernant après les seuils de toxicité, donc on a dit entre 4 et 8 pour avoir un seuil, on a peu de données sur les seuils de toxicité. La prise en compte de la CMI, donc on en a parlé, c'est toujours un débat. Si on est en non documenté, on va prendre la valeur de l'ECOF, de l'ECAST, donc la plus élevée, donc le scénario du pire. Donc par exemple pour les bêta-lactamines, c'est principalement le pseudomonas. Si on a une documentation, soit on a la possibilité d'avoir une CMI vraie, et à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser pour notre indice PK/PD, soit on ne l'a pas, et on va prendre l'ECOF spécifique de l'espèce. Tout ça nous a été expliqué dans la présentation précédente. Donc j'ai une cible. Donc je suis surdosé, je suis sous-dosé. Bon, là, nous avons par exemple un patient qui est surdosé. Comment je fais pour adapter les posologies? Il faut connaître un peu la pharmacocinétique de l'antibiotique. Est-ce qu'elle est linéaire? Linéaire, ça veut dire que le patient, s'il n'y a pas de variabilité intra-individuelle, en gros, je diminue la posologie par 2, je diminue la concentration par 2. C'est le cas de la majorité des bêta-lactamines. La demi-vie d'élimination, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est longue? Mon patient est surdosé en céphépime. Est-ce que je vais suspendre le traitement parce que j'ai peur de la neurotoxicité? Non. La demi-vie du céphépime est très courte, elle est de 2 heures. Si on suspend le traitement, le patient va être sous-dosé au bout de quelques heures. Je diminue la posologie, la demi-vie est courte, donc très rapidement, on va revenir dans les cibles, il n'y aura pas de problématique de neurotoxicité chez ce patient. Le patient, bien sûr, est-ce qu'on connaît ces facteurs de variabilité? Donc là, on a vu qu'il y avait l'épuration extra-rénale et potentiellement la clinique. Derrière, s'il y a des problématiques, je vous ai dit que dès le début, il faut être en cheville avec un pharmacologue. Derrière, il faut essayer d'avoir l'avis d'un pharmacologue. On essaye toujours de vous répondre avec une concentration et une proposition d'adaptation de posologie. Donc, on diminue la posologie à 3 grammes. On a une concentration qui sort à 24,6 de céphépime. On est plutôt content. Il n'y a pas de contrôle de la concentration de l'inésolide. J11, le patient, arrêt de l'épuration extra-rénale. Le patient va mieux. On continue quand même l'antibiothérapie. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce que je recontrôle? Oui. Les facteurs de variabilité intra-individuelle sont une vraie limite
dans la prise en charge et le suivi thérapeutique, l'optimisation des traitements antibiotiques. Les patients bougent, vous le savez très bien. Si les patients bougent, ça donne ça. Si vous prenez en haut à gauche, vous voyez ce qui se passe dans une population, c'est une étude qu'on a fait sur Marseille de réanimation, donc entre J1 et J4. Si vous prenez les patients en vert à J1, c'est les patients qui sont normaux dosés à J1. Vous voyez que sans adaptation de posologie, il y en a une bonne partie qui vont devenir sous-dosés à J4. Okay. On a exactement la même chose entre J4 et J7, c'est-à-dire qu'un patient, il va avoir une variabilité intra-individuelle qui va faire que son exposition va être modifiée au cours du traitement. Donc ça, c'est très important, c'est la prise en compte de la variabilité intra-individuelle. C'est pour ça qu'on recommande, en cas de traitement prolongé, de refaire un prélèvement à J3 ou J4. Si on regarde ce qui se passe sur la droite, c'est quand on a ajusté les posologies, on voit bien qu'en ajustant les posologies, on arrive à prendre en compte la variabilité interindividuelle à J1 et à corriger la variabilité intra-individuelle qu'on peut avoir à J4, mais on peut aussi, bien sûr, avoir certains biais. Donc si on continue, notre patient, on n'a rien changé alors que l'épuration a été arrêtée, donc ça va avoir un impact pharmacocinétique. Qu'est-ce qui se passe? Ma concentration de céphépime, même si on est à 3 grammes, elle remonte à 40,1 microgrammes par ml. Donc on est potentiellement avec un patient surdosé pour lequel on va recommander une adaptation de posologie. Et puis le linezolide aussi est augmenté, puisque c'est un médicament qui n'est pas majoritairement éliminé par voie urinaire, mais en cas d'insuffisance rénale aiguë, on va avoir quand même une augmentation de son exposition. Et le céphépime, si on fait un suivi thérapeutique pharmacologique, c'est principalement pour la notion de toxicité. Donc là, on a un risque d'hématotoxicité chez le patient. Donc la dernière question, qui n'est pas du tout, que je ne peux pas du tout réduire sur une diapo, mais on va en parler un petit peu, c'est finalement, c'est quoi l'impact de mon suivi thérapeutique? Okay. La seule chose dont on est sûr, c'est la première ligne. C'est l'amélioration des atteintes des cibles PKPD. Donc toutes molécules que j'ai définies là, si elles sont dans le tableau que j'ai présenté, c'est qu'elles ont un niveau de preuve suffisant, c'est-à-dire qu'on a toujours des études qui ont montré que le suivi thérapeutique pharmacologique permettait d'améliorer l'atteinte des cibles. Derrière, on a des études qui montrent que l'amélioration de l'atteinte des cibles permet d'avoir moins de toxicité et une amélioration clinique. Mais ce qu'on n'a pas, c'est les études comparatives qui vont nous montrer une diminution de la fréquence de la toxicité ou une amélioration clinique. Quand on voit que quand même, la seule molécule, le seul antibiotique, là on a dans cette revue de la littérature, c'est les aminosides, pour lequel on a une étude comparative, pour lequel on va montrer que le suivi thérapeutique fait mieux, que ce soit sur l'efficacité clinique ou sur la néphrotoxicité. Pour les autres molécules, on n'a que des études indirectes. On en a des études indirectes de manière assez importante sur la toxicité. On arrive assez facilement à montrer qu'on arrive à une exposition tout à fait correcte avec le suivi thérapeutique sans toxicité. Par contre, les études sur les améliorations cliniques sont beaucoup plus dures à démontrer, et c'est peut-être une des limites aussi, une des limites majeures de cette activité. Donc pour conclure, l'intérêt de ces dosages, du suivi thérapeutique pharmacologique, c'est d'individualiser les posologies et le schéma d'administration, d'être sur mon patient, pas que sur la population que je connais, d'optimiser la l'atteinte des cibles, on le sait, et d'avoir une amélioration bénéfice versus risque. J'ai un patient pour lequel je sais qu'il y a une exposition suffisante, même des fois on pourra en parler, on les surdose peut-être, mais on les surdose sur un côté efficacité, on ne les surdose pas sur un versant toxicité. J'arrive à exposer de manière importante mon patient sans avoir d'effets indésirables. Les limites, les premières, elles sont logistiques. Donc je pense que j'ai essayé de vous expliquer qu'on travaille, nous, au sein des laboratoires de pharmacologie, et il faut le faire en équipe pour que ces difficultés logistiques, elles s'arrêtent, elles diminuent. Et derrière, par contre, c'est vrai qu'on a des données insuffisantes pour de nombreuses molécules. Donc la conclusion, et je suis désolé, j'ai oublié peut-être les bactériologues là-dedans, mais c'est qu'il faut qu'on ait des interactions, il faut des interactions entre les réanimateurs, entre les pharmacologues, entre les bactériologues, que ça soit au niveau clinique, au niveau quotidien pour la prise en charge du patient, ou pour des projets de recherche, pour pouvoir améliorer encore ces outils. Je vous remercie.